Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le mâle alpha, Jérôme Blanchet-Gravel. C'est dangereux, hein, utiliser cet acronyme-là aujourd'hui. Là, c'est le mâle alpha est devenu comme un symbole de la toxicité puis tout ça. Là, donc, c'est mieux de ne pas utiliser ça. Là. Je sais pas quel qualificatif, Jérôme, t'aimerais mieux à la place, là, mais on oublie ça. Il n'y a pas d'affaire de mâle alpha. Il y a des gens qui écoutent au premier degré. Hein. Oui. C'est comme si Jérôme était Andrew Tate. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a des gens avec des cheveux blancs en plastique à Radio-Canada qui peuvent écouter, puis ça pourrait finir dans un segment, là, fait que je veux juste préciser. Là. Donc, Jérôme, grosse semaine au Canada quand même, là, c'est pas mal la nouvelle. Donc, les gens se sont réveillés avec en fait, pratiquement avec un retour quasiment du statu quo, j'ai envie de dire. Là. Donc, on a pour la 3e élection consécutive, on se retrouve un peu avec les mêmes résultats. Donc, un gouvernement libéral minoritaire. Les conservateurs forment l'opposition officielle. Le NPD a techniquement la balance du pouvoir, malgré qu'il n'est plus un parti reconnu. Le Bloc québécois et les Verts marginalisés. Qu'est-ce que tu vois un peu dans tout ça? Parce que, bon, il y a toutes sortes d'interprétations, là, mais globalement, le miracle Carney qu'on nous avait annoncé comme un gars qui allait unir le Canada et réussir à décrocher une majorité incroyable parce qu'il y avait une vague de fonds, finalement, a réussi à faire à peine 9 députés de plus que Justin Trudeau, qui était Grâce fini. au Québec. Puis essentiellement grâce au Québec. Là. Donc, c'est quoi ton regard sur ces événements-là? Là? Ben, c'est déjà trop, beaucoup trop. 9 députés de trop. Écoute, dans le contexte qui était le nôtre, écoute, les Canadiens, quand même, bon, les Québécois en particulier, ont vraiment embrassé leur déclin. Comme je le disais à votre émission, on avait 2 choix, stopper l'hémorragie ou continuer sur cette lancée-là, qui est celle d'une dégringolade, en fait, du Canada sur la scène internationale, dégringolade économique, sociale. On va le voir aussi avec l'itinérance, etc. Donc, écoute, moi, je trouve que c'est déplorable. Je veux dire, carrément, les Canadiens sont carrément dans le déni de leur situation. Donc, on a préféré s'acheter encore un peu de bon temps à très court terme au lieu de faire des sacrifices pour le long terme. Donc, je trouve que c'est une élection à très, très courte vue là, comme choix des électeurs. C'est ça, ça traduit un aveuglement volontaire sur la situation du Canada. Donc, écoute, je suis assez pessimiste, honnêtement. Je ne veux pas être apocalyptique. Donc, je parle souvent de chute un peu bon, pour rire sur les réseaux. Mais pour moi, il n'y a rien de positif là-dedans. Je ne pense pas qu'on avait 18 mois de plus à s'offrir. On n'a pas 18 mois encore pour attendre un gouvernement conservateur. Là. Donc, d'abord, c'est une défaite qui est majeure quand même pour Poilievre, même s'il a augmenté considérablement ses appuis, en fait, les appuis du Parti conservateur, parce qu'on sait qu'au suffrage universel, c'est le meilleur score depuis 88. Donc, oui, le Parti conservateur est devenu une force populaire, mais on n'avait pas 18 mois. Ça veut dire que quand je dis 18 mois, c'est parce qu'on pense peut-être à un gouvernement minoritaire qui pourrait tomber. Avec le NPD en reconstruction, c'est pas du tout acquis. Il y a des pays, des partis d'opposition. De toute façon, on sait ce que ça vaut, les partis d'opposition au Canada actuellement. Le Bloc, est-ce que, avec le Bloc aussi, qui a toujours pistonné finalement les libéraux. Donc, on n'avait pas 18 mois. Je pense que le Canada n'avait pas 18 mois devant lui pour freiner l'hémorragie, que c'est une extrêmement déplorable. C'est une très mauvaise décision, tant qu'à moi, de l'électorat. Mais si on regarde un petit peu ce qui est arrivé, là, si les Québécois se comportent comme le reste des Canadiens, on a un gouvernement conservateur qui a été élu cette semaine. Là. Comment t'expliques cette réaction-là? Parce qu'on nous disait... Si on se rapporte à ce qui était dit avant l'élection, d'abord, on projetait tous les sondeurs, ou à peu près, projetaient un gouvernement majoritaire. Bon, c'est pas arrivé. On nous parlait de 189, 190, 195 sièges selon les sondages. Finalement, ça a fait 168, 169, là, si on prend le recomptage à Terrebonne. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que finalement, les Canadiens étaient peut-être un peu moins embarqués dans le phénomène Carney. Donc, Poilievre est sorti plus fort qu'on pensait en Ontario, dans les Maritimes, même au BC.
Dans les provinces, les prairies, l'Alberta, tout ça, ça n'a pas marché du tout, Carney. Par contre, au Québec, ça a vraiment marché, là. Le phénomène Carney, le monsieur avec le beau CV, l'autorité, le calme versus le méchant mini-Trump, ça a vraiment collé, ça a marché. J'écoutais Jean-François Lisée qui disait hier que, selon des analystes du Bloc là, qui analysaient les sondages, là, les 11 députés que le Bloc a perdus, là, c'est 75 000 personnes qui ont été pointées sympathisants du Bloc, là, que dans chacun de leurs comtés sont allés voter pour Mark Carney en disant lui, il va nous protéger notre pays, le Canada, contre les États-Unis. D'un point de vue sociologique, il y a quelque chose qui est à. Il y a presque une thèse de doctorat à faire là-dessus, là, sur le comportement électoral du Québec dans cette affaire-là. Comment ça qu'on se dit les moins Canadiens du Canada, mais c'est nous autres qui a le plus embarqué dans le mythe qu'on va se faire voler notre pays par Donald Trump, là. Ben écoute, c'est vraiment les dindons de la farce. Les nationalistes récoltent la palme d'or du losership. C'est-à-dire, écoutez, là. Non, mais s'il y a une palme d'or à accorder du losership, justement, c'est bien aux nationalistes québécois qui se sont tournés vers Carney. Écoutez, des gens qui étaient prêts à s'affranchir de l'Empire britannique, apparemment, peut-être même par les armes, et qui ont peur, finalement, de ne plus pouvoir acheter en gros chez Costco. C'est incroyable. Ces gens-là sont pathétiques, là, vraiment. Là, c'est les pires de la gang. Ça s'explique évidemment par les séquelles de la COVID. Et les nationalistes ont un gros examen de conscience à faire parce qu'ils ont été les premiers embarqués, évidemment, dans la peur, la stratégie de la peur durant toute la COVID. Donc, on se retrouve devant des Benoît Dutrisac, bon, qui ont peut-être certaines qualités, mais qui sont consternés, ne comprennent plus les Québécois, même ne comprennent plus le cerveau des Québécois, disent-ils. Oui, mais c'est parce que vous avez matraqué 2 ans et demi le pauvre peuple québécois qui était déjà pratiquement mort. Vous avez tapé sur un cadavre avec un bat de baseball pendant 2 ans et demi à Québécois. Et là, vous vous demandez pourquoi les Québécois sont désorientés. C'est quand même assez fascinant, là. Et ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont aucune idée. On est colonisé, c'est la bataille des plaines d'Abraham. Tu sais, bon, peut-être, là, en partie. Mais je veux dire, il y a quand même un éléphant dans la pièce, là. Donc, les Québécois ont été. Pourquoi ils ont voté Carney comme ça? Ben parce que c'est ça, ils ont plus peur qu'ailleurs au Canada anglais. Et on se retrouve vraiment, c'est ça, avec écoute, des gens complètement lessivés mentalement qui ont perdu tout leur sang-froid, là. Et franchement, c'est le petit confort, encore une fois, à très court terme, qui l'a emporté sur la raison à long terme, là. Donc, des gens qui n'étaient pas prêts, c'est ça, faire de petits sacrifices à court terme pour préserver que ce soit le Canada ou le Québec. Là, on parle du Québec parce que c'est des nationalistes. Mais écoute, c'est une incohérence incroyable, là. Ces transfuges-là n'ont aucune dignité, tout simplement, là. Écoute, là, il y a des gens qui nous vendaient la sécession quand même du Québec et qui se tournent vers un imposteur, un oligarque qui ne parle pas français à peu près pas, qui se fout du Québec d'une certaine façon. Puis c'est pas pour en rajouter, là, pour faire mon caribou, entre guillemets, mais on le voit, par exemple, le discours de victoire de Mark Carney après son discours, justement, il y a un journaliste de Radio-Can l'interroger, qui a essayé de l'interpeller. C'est un des journalistes bigots là, de Radio-Can. Et Mark Carney, bon, est là, puis il n'écoute même pas la question. C'est comme, oh oui, je vais respecter ça, le Québec. Là. Oh oui, je vous l'ai dit que je respecterais ça, cette affaire-là. Non, mais c'est ça qu'il dit, là. C'est comme, oh, je l'ai dit, la langue française, tout ça, on va faire attention à ces affaires-là. Là. Voyons, le gars s'en fout complètement, là. Il s'est fait dire quelque part qu'il fallait respecter ces gens-là là-bas en chance, avec des ceintures fléchées, c'est des espèces de bandes de sauvages un peu folkloriques. Puis c'est ça. Là. Donc, c'est pas pour, comme je dis, c'est pas pour en rajouter, mais on le voit dans son non-verbal, dans sa posture, un peu comme tout le monde en parle, où le gars a l'air d'un monarque qui se foutait complètement de la campagne. Il a dit une campagne électorale, c'est regarder des vaches. Donc, quand même, t'as beau avoir un mauvais français, je sais pas en quelle langue. Pas qu'est-ce que c'est quoi que tu voulais dire en anglais, là. Parce qu'en anglais, regarder des vaches, c'est pas mal de regarder des vaches, là. Ouais, c'est ça. Écoute, ce qu'on a vu, en fait, c'est le vote monolithique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a une génération qui a tout voté du même bord, à peu près. Il y a un clivage générationnel. Là, je sais, il va y avoir 25 commentaires du « Oui, j'ai 72 ans, j'ai voté conservateur. » Je comprends. On parle de grands groupes, là. La plupart de tes amis, c'est pas ça qu'ils ont fait, OK? Fait que l'idée, c'est qu'il y a un vote qui est vraiment monolithique, un vote axé sur la sécurité également.
Puis là, on voit des tendances. François Legault, 2022, vote pour la sécurité, ramasse 90 députés, un raz-de-marée au Québec. Doug Ford, avec la peur de Trump, déclenche une élection en plein milieu de mandat, sans demander la permission à personne, ramasse une majorité pour 4 ans encore. Carney déclenche des élections volontairement lui-même, avant le temps, ramasse un gouvernement minoritaire, failli être majoritaire. Bien, il y a un vote monolithique. Quand tu regardes du côté des jeunes, ce que tu te rends compte, c'est que les jeunes sont plus divisés. Il y a une réflexion qui est faite en fonction des programmes politiques. Il y a du monde plus à gauche, plus à droite, du monde plus nationaliste, moins nationaliste. Mais il y a un vote qui se sépare. Et ça se voit encore plus dans les écoles secondaires. On a un article sur Pilule Rouge qui est intéressant. C'est l'organisation Civics, en collaboration avec Élections Canada, qui a fait des élections. Et ce que tu te rends compte, c'est que les jeunes donnaient un gouvernement minoritaire conservateur, mais avec un pourcentage de vote plus faible que la population générale, quand même, à 36 % et 149 députés libéraux à 31 % du vote. Et c'est ça qui est intéressant. Le NPD va chercher 14 % chez les jeunes. Le Parti vert va chercher 7 %. Fait qu'il y a un vote de gauche très fort chez les jeunes, mais un vote de droite également. Et le Parti libéral, plus historiquement centriste, mais présentement quand même à gauche, récolte beaucoup de votes chez les jeunes. Mais il y a une division du vote chez les jeunes étudiants. Cette division-là, on la voit dans le 18-34 aussi et dans le 45-54 également. Puis le vote évolue au fil du temps. Regardez les résultats de 2019 pour le même groupe. Les libéraux avaient 22 % du vote en 2019 contre 25 % NPD et 25 % conservateurs. Et si tu vas en 2021, les libéraux avaient 24 % contre 28 % NPD et 25 % conservateurs. Donc, les conservateurs font des gains chez les jeunes étudiants. Là, on parle du 18 ans et moins. Et le NPD a toujours été fort. Et le NPD s'est quand même effondré dans cette élection-là, mais va quand même chercher un score plus grand que la population générale. Gens, là, comment ça s'est fait, cette affaire-là? Là, c'est au-dessus de 9000 écoles qui étaient participantes au travers le Canada. Il y a presque 1 million de jeunes là, qui ont participé. C'est pas un simple sondage là, bidon qui a été commandé sur le coin d'une table. C'est quasiment un référendum. Là. Ils ont fait faire ça à 1 million de jeunes. Là. Puis ça, on est dans un contexte où est-ce qu'il y a beaucoup de profs qui poussent leur agenda gauchiste. Les profs plus conservateurs, généralement, se taisent plus souvent qu'autrement. Mais le vote des jeunes m'apparaît normal dans une démocratie. C'est le vote boomer qui est monolithique. Le vote boomer vote principalement juste dans une direction. Et c'est vrai aussi, il y a 3-4 mois, quand Poilievre était en tête dans les sondages, le vote boomer était conservateur à ce moment-là. Moi, dans ma tête, passer des conservateurs aux libéraux, c'est un méchant step. Là. Mais on dirait que pour eux autres, le faire, il n'y a pas de problème parce que si éventuellement on trouve que Justin Trudeau n'est pas fin parce qu'il s'est divorcé de Sophie Trudeau, Grégoire, Grégoire, il se divorce d'elle. Ah là, il n'est pas fin, il n'est pas correct, je veux me débarrasser de lui. Tous les boomers s'en vont dans une direction. Là, finalement, on a peur du gros orange. Tous les boomers s'en vont dans l'autre direction. Puis ça swing. Je veux dire, faut pas chercher le midi à 14h. C'est qui nous avait donné la vague orange au Québec il y a quelques années? Là? Ça, il va falloir briser ça un jour. Ça va se briser de soi-même. Mais ce que j'aime pas, c'est que pour les 10 prochaines années, n'importe quel gouvernement peut avoir une option qui dure 4 ans. Donc, à tout moment, ils peuvent déclencher une élection quand bon leur semble si le peuple a peur. Donc, aussitôt qu'il y a une crise, tu peux aller rechercher une majorité. Autrement dit, le playbook de Doug Ford. Ah ouais, c'est l'état d'urgence. Tu es à l'aise avec ça, toi? La normalisation de l'état d'urgence. Ça va avoir un temps. Donc, on comprend qu'il y a un avenir pour les conservateurs à raison de, c'est ça, cette relève, finalement. Mais comme je vous dis, moi, je pense qu'on n'avait pas le temps. Honnêtement, là, j'ai hâte de voir le Canada dès les prochains mois. Qu'est-ce que Carney aussi envisage? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il veut. Déjà, bon, là, il va se rendre à la Maison-Blanche. Mais dans son discours de victoire, il en remettait, alors que ce n'était pas nécessaire. Donc, il prophétise à nouveau une rupture définitive avec les États-Unis. Donc, on s'aperçoit, est-ce que c'était seulement une stratégie de campagne ou c'est véritablement un projet? Que M. Carney veut vraiment jouer le rôle de grand commandant des forces occidentales progressistes contre les États-Unis aux mains de l'extrême droite. Écoutez, donc, pour ceux qui auraient voté pour la sécurité, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas une option sécuritaire de dire ou de sous-entendre que les Américains ne sont plus nos amis. C'est quand même ça que sous-entendu.
Donc, il n'y a pas un dirigeant sur la Terre, le plus éloigné du territoire américain, soit-il, pourrait-il nous lancer quelque chose comme ça? De jamais, on pourrait imaginer la présidente du Mexique dire que les gringos no son más nuestros amigos. Ça n'a aucun sens. C'est fou raide, cette affaire-là. Donc, le gars semble avoir des projets, mais on ne les connaît pas vraiment. On connaît ses tendances européistes et son côté peut-être, c'est ça, Keir Starmer, le côté censure peut-être qui s'en vient, le retour peut-être de C-63. Donc, on sait qu'il y a une tendance aussi. Puis, c'est pas le moment non plus. Comme je disais ailleurs, c'est pas le grand moment de l'Europe actuellement. On peut bien renouer nos liens avec l'Europe. Moi, je suis très européophile, mais l'Europe actuellement est en recherche d'identité, est en train de se redéfinir, un peu écartelée entre les États-Unis et la Russie. Évidemment, la question ukrainienne joue beaucoup dans cette redéfinition de l'Europe. Donc, les Européens ne savent plus exactement qui ils sont dans le sens où est-ce qu'on essaie de consolider une civilisation à part qui n'est ni soumise aux États-Unis ni à la Chine. Donc, l'Europe reste un peu coincée en sandwich, d'une certaine façon. Donc, est-ce que c'est le moment de s'allier, entre guillemets, avec l'Europe et faire fi, évidemment, du déterminisme géographique? Parce que, de toute façon, le Canada va rester un pays au-dessus des États-Unis. Donc, il y a quand même quelque chose d'utopique à penser qu'on peut se retourner maintenant vers les mères patries. Donc, mais surtout que les politiciens européens avec lesquels Carney a des accointances ou sur lesquels il pourrait se reposer ne sont pas exactement des gens qui sont au sommet de leur cote de popularité en ce moment. Non plus. Macron est en fin de règne. Tous ces politiciens-là, plutôt technocrates et élitistes de l'Union européenne, je veux dire, même Keir Starmer, ça a pris 2 mois et sa lune de miel était terminée, il s'est effondré dans les sondages. Donc, j'ai du mal à voir. Il ne s'appuiera certainement pas sur Mélanie, certainement pas sur Viktor Orban. Il va s'appuyer sur qui, en fait, là? La gauche espagnole serait un peu ridicule. On n'est pas là vraiment. Je pense pas que M. Carney, d'abord, c'est un Londonien. Donc, il y a toute cette relation-là. Puis on ne connaît pas non plus ces relations. C'est-à-dire, le gars est tellement. C'est un big shot. Il est tellement gros d'une certaine façon que quels sont ses projets en coulisses, avec qui il parle à Londres? Est-ce qu'il y a des projets, par exemple, pour renforcer la sécurité? Est-ce qu'il y a des projets, parce que bon, les États-Unis collaboraient beaucoup déjà avec l'Angleterre pour le service de renseignement, par exemple. Est-ce qu'il veut augmenter, qu'on collabore plus avec l'Angleterre, le Canada, sur différents sujets? Écoute, on parle quand même de l'ex-gouverneur de la Banque de Londres. Là. Je dis gouverneur, est-ce que c'est ça, directeur? Ouais, je pense que c'est le gouverneur. Ouais. C'est gouverneur qu'on dit encore. Donc, tu sais, on parle de quelqu'un qui a immensément de contacts. Donc, on ne connaît pas ses projets, là, mais le gars est plugué pas à peu près, malgré tout, qu'il soit de gauche ou de droite. Et on nous a vendu, c'est la fausse représentation du début à la fin durant cette campagne-là. Donc, on sait qu'il s'oppose à Donald Trump. Donc, c'est le génie des libéraux. Hein. C'est le coup de maître libéral que d'avoir fait du scrutin du 28 avril une élection référendaire, c'est-à-dire pour ou contre Donald Trump et pour ou contre notre petit confort à très court terme. Ouais. Et les gens ont dit contre Donald Trump et pour notre confort. Donc, il a vraiment réussi à faire, comment on dit ça en anglais, c'est ce que Charest avait essayé de faire avec le printemps étudiant, là, un enjeu, là, pas ouais, la wedge politique. C'est ça, exactement. On est un petit peu là-dedans, donc polarisé. Ouais, polarisé. La question de l'urne. La question de l'urne. Et je pense que, Jérôme, ce que tu dis là est important parce que, à mon avis, là, puis ça, c'est probablement ce qui était pensé chez les stratèges qui sont autour de lui, là, ceux qui sont revenus, qui avaient quitté Trudeau, Gerald Butts et compagnie. Moi, je pense que leur scénario rêvé, là, qui n'est pas improbable, moi, je pense que c'est peut-être ça qui va arriver et ce ne serait pas une bonne nouvelle pour les conservateurs, mais une bonne nouvelle pour les libéraux, c'est que ils voient ce qui se dessine, ils le savent que Donald Trump, d'une manière ou d'une autre, va devoir reculer sur une bonne partie de sa politique tarifaire. On l'a vu, les chiffres sont sortis. Il commence à avoir de la croissance négative aux États-Unis. On est à moins 0,3 %, je pense, si mes chiffres sont bons. Donc, et là, ça va mal. Là, ça commence à aller mal. Et là, la présidence de Donald Trump, après 100 jours, il y a déjà une partie de sa base qui est en train de le lâcher parce qu'elle voit les effets négatifs de la politique tarifaire. Moi, je pense que le playbook, l'agenda des libéraux là-dedans, c'est que comme tout ça est bien coordonné, là, Carney arrive, va être assermenté, va prendre place,
Puis ça va probablement coordonner avec le début pas mal du retour en arrière de Trump sur une partie de ces trucs-là. Et leur stratégie, ça va être d'attribuer à Carney la réussite. Ouais, C'est sûr que c'est ça qui va arriver. C'est ça, C'est sûr que l'apaisement. c'est ça qui va arriver. Le spin médiatique qui va être relayé par CBC, les médias subventionnés comme Global News, CTV et compagnie, c'est ça qu'ils vont dire. C'est la preuve que Mark Carney, c'était l'homme qu'il nous fallait. Regardez, depuis qu'il est là, Trump, on voit que ça s'est beaucoup apaisé, alors qu'en réalité, c'est zéro lié à Mark Carney. C'est relié à une politique qui est mauvaise en soi et qui est en train de faire du dommage aux États-Unis et que tout le monde, finalement, pousse dans le dos du président pour dire, garde, enlève de l'huile sur le feu, là, parce que sinon, ça va se mettre à mal aller. Là. C'est ça. Oui, je pense qu'on va là. Est-ce qu'à ce moment-là, il va reprendre l'agenda libéral des dernières années, c'est-à-dire le wokisme? Donc, la question, c'est ça. Est-ce que C'était clair sur sa plateforme que c'est là qu'il allait. sa plateforme est quand même très évasive, là, celle qu'il a publiée là, Il y assez avait tard, des d'abord. trucs d'LGBT là-dedans. Il promettait de remettre de l'argent dans le Rainbow, patente. Il y a beaucoup Oui, il y a des indices, c'est mais BA+. c'est pas la plateforme quand même des libéraux de 2021, par exemple, où on prônait la vaccination obligatoire. Là. Je sais pas si vous voyez. Moi, j'ai ressorti des trucs des libéraux. Puis il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui a été échappé dans le débat francophone, et je le répète parce qu'il n'y a aucun journaliste qui le reprend jamais. Il dit qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le système de bourse de carbone du Québec. Oui, OK. Je pense qu'on s'en va là au Canada. Je pense que le système de bourse du carbone qu'on a implanté au Québec va devenir pan-canadien. Personne ne va y aller. Ils vont tous être surpris dans 3-4 mois. L'unité canadienne, évidemment, va être fragilisée. Évidemment, l'Alberta est à surveiller dans tout ça. Mais c'est ça. Est-ce qu'il va reprendre rapidement ses habitudes idéologiques, qui sont les siennes, ou il va rester prisonnier d'une image de chef libéral qui a procédé à un recentrement, et c'est quand même un pseudo-virage réaliste du Parti libéral du Canada. Donc, c'est ça qu'on nous a vendu. Donc, il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ne savent même pas que M. Carney est à gauche. Puis ça reste un jeu de perception. Là. Vous savez, les gens votent sur des impressions qui ne sont pas du tout dans l'analyse comme on fait aujourd'hui. Là. Donc, il y a des gens qui croient vraiment à ça. M. Carney, c'est un banquier, etc. Déjà, écoutez, au Canada, on a réussi à avoir une gauche paradis fiscal. Ça aussi, c'est incroyable. Là, de la gauche qui est complètement, finalement, dissoute. Cette gauche qui... cette dame-là, Jérôme, je suis obligé de vous dire, les amis, qu'elle incarne à perfection le Québécois, la Québécoise d'un certain âge, qui a entièrement assimilé le message qui a été, dans un premier temps, véhiculé par les médias, et ça donne ça. Ici, à Terrebonne, depuis que j'habite ici, ça fait 24 ans, ça a toujours été péquiste, Moi, personnellement, là, je vote libéral. Mark Carney me plaît énormément et il a la capacité de résister à Donald Trump. Et tout est là, là. Un discours bien rodé. Hein? Tout est là, là. C'est comme si, en fait, elle s'était fait implanter quelque chose. Eux, ils pensent qu'ils sont libres penseurs. Hein? Ils sont convaincus d'être instruits, etc. Puis, ils suivent ça, eux autres, oui, le journaliste, il ne l'a pas forcé pour parler. Là. Mais elle dit, oui, je vais vous répondre. Là, mais au Québec, tu as cette génération-là qui reste quand même plus politisée, entre guillemets, que peut-être la génération qui a suivi, qui, elle, est beaucoup plus indifférente. C'est-à-dire, il y a quand même une indifférence très forte au Québec envers la politique. Et c'est sûr que si tu as des boomers engagés, en tout cas qui se croient encore engagés, qui suivent ça avec des informations comme TVA, comme celle de TVA, par rapport à des gens qui s'intéressent moins à ça et qui, finalement, ont ils reçoivent moins de lignes. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est-à-dire... ils vont beaucoup voter, ils suivent, ils regardent les nouvelles le soir. Contrairement à d'autres qui ne suivent rien et qui sont peut-être un électorat plus volatile, un électorat moins endoctriné, sans doute, mais moins engagé et qui est plus indifférent. Parce que si vous remarquez autour de vous, si vous parlez aux gens, il y a des gens qui sont d'abord je vais-tu voter aujourd'hui? Écoute, je vais y aller après le souper. Tu entends des affaires de même. Le lendemain de l'élection, écoute, je peux croiser des gens et les gens n'émettent aucun commentaire sur l'élection. On a un nouveau premier ministre. Les gens ne font pas de remarques comme tel. Je ne sais pas qui vous fréquentez, là, mais vous rentrez moi, j'ai entendu beaucoup de gens. Là, un des commentaires que j'ai entendu beaucoup autour de moi, c'est « Je ne sais pas pour qui je vais voter, je vais faire la boussole électorale ».
Ben, écoute, c'est mieux que rien. Mais je comprends que c'est mieux que rien, mais juste dire, moi, dans ma tête, je me dis tout le temps, OK, on sort d'un cycle de 10 ans libéral. Tu vois tu vois bien qu'il y a une crise du logement, tout ça. Puis il ne va pas grand-chose à part tu te poses la question pour qui tu dois voter. J'ai envie de te dire, vote pour qui tu veux, mais vote pas pour le gouvernement. Vote pour que ça change. C'est ça, je disais à quelqu'un, à un moment donné, même si on avait un gouvernement conservateur, ça faisait 15 ans qu'il était là, je pense qu'on serait dû pour changer d'air un peu. À un moment donné, il faut qu'il y ait de l'alternance dans une démocratie. C'est pas sain d'avoir un système de parti unique. Là, est-ce que les gens se rendent compte qu'au bout de ce mandat-là, s'il se va jusqu'au bout, on va être presque à 15 ans de règne libéral ininterrompu? C'est peu sain, ça, dans une démocratie. Là. Ils s'en foutent. S'ils peuvent ouvrir la piscine dans 3 semaines. Non, mais c'est ça. C'est ça le Québec actuellement. Les Québécois n'ont plus du tout conscience de faire société. Enfin, ils ont plutôt conscience de ne pas faire société. Et c'est un cliché, ça, la dépolitisation. Ça fait 30 ans qu'on parle de ça, finalement, là, le désintérêt envers la chose politique. Mais c'est quand même très, très fort. Et moi, quand je compare au Mexique, par exemple, les gens ne sont pas plus instruits qu'au Québec. C'est un pays du tiers-monde, entre guillemets, le Mexique. Mais tu as une conscience. Au moins, les gens vont relater des anecdotes sur la corruption du gouverneur. Ou il y a quand même une conscience que le politique pèse quand même sur la société. Donc, tu as quand même toujours un Mexicain qui va sortir une théorie un peu complotiste là, sur la corruption, c'est ça, locale. Mais c'est mieux que rien. Mais au Québec, c'est juste rien. Écoute, tu rentres dans une garderie le matin, tu as 3-4 parents, personne ne dit rien sur l'élection. Je comprends qu'il faut être discret, puis les gens ne veulent pas entrechoquer leurs opinions. C'est pas le temps de faire des débats le matin, là, mais il y a quand même, moi, ça me frappe beaucoup. Là, c'est-à-dire, je comprends que le Québec, c'est pas la France, puis les gens ne discutent pas nécessairement de l'actualité autant qu'ailleurs. Ouais. Mais les gens s'en foutent beaucoup. C'est quand même un gros problème. Ils s'en foutent beaucoup. Ça ne veut pas dire que s'ils s'en foutaient moins, ils voteraient plus conservateurs. Mais moi, ça me frappe. Honnêtement, il y a une indifférence, une insignifiance, c'est-à-dire le sentiment que rien ne va changer. Parce que c'est le même réflexe face à Trump. Ce que les Québécois reprochent à Trump, c'est pas de mettre des migrants en prison. Ils n'ont rien à chier, des migrants, les Québécois. Là, franchement, arrêtez de nous compter n'importe quoi. Là. Ce que vous ne pardonnez pas à Trump, c'est d'avoir pété votre bulle puis de peut-être vous sortir de votre petit confort. C'est la seule chose que les Québécois reprochent à Trump. Ils s'en foutent qu'il soit d'extrême droite. Là. Ils n'en ont rien à foutre. Là. Moi, je vais te lire un texto de ma femme ce matin, Jérôme. Je viens d'annoncer le pour tes garçons à partir de septembre. Isaac est en train de me faire une dissertation sur le trop de pouvoir des politiciens. Il y a de l'espoir avec la jeunesse. Mais François Legault, tu vois où est-ce qu'il s'en va avec ça? Là, il parle de cellulaire à l'école. Ah ouais. Là, hier, on va passer des trucs sur la contraception, là, gratis, là, Ruba, là. Pas tard, Ruba Gazal. On devrait peut-être aller là. Tu sens que le politicien boomer, dépassé par les événements comme François Legault, est prêt présentement à se garrocher sur à peu près n'importe quelle niaiserie avancée par un parti d'opposition pour avoir l'air cool. Ça se peut. Puis, ils sont désorientés complètement. Ils ne savent plus ce qu'ils font. On est dans un mode où est-ce qu'on est en décote présentement. Le Québec vient de se faire décoter. Et tu as des politiciens comme ça qui sortent dans les médias et qui disent « Ah ouais, OK, la contraception pour les femmes, ouais, c'est vrai, ça devrait être gratis, ça. » Puis les tampons et tout, hein, les serviettes hygiéniques, on va y penser, OK? On va y penser. Puis, by the way, les petits Chris à l'école, vos cellulaires, on va vous les enlever. OK, fait que ça, vous tapez ces jeunes tout le temps, bon, parfait, les vieux aiment ça. En fait, toute la politique est faite pour faire chier les jeunes. Gérontocratie, ça, c'est vrai. Là. Puis on dépense à n'en plus finir. On s'en sac de la dette. Pourquoi parler de dette? Ils vont crever dans 15 ans. Ils s'en sacent. Ils ont applaudi le budget récemment. Puis le déni, évidemment, est impressionnant. Là. Tu sens que même les politiciens sont un peu déroutés. On dirait qu'ils essaient de suivre la population, mais qu'une partie de la population. Puis leur seule source d'information pour savoir ce que cette population-là pense, c'est les médias. Ils lisent les médias, ils regardent les médias. Ah ouais, ça a l'air populaire, cette idée-là. 16 où, man? Pas parce que c'est écrit dans le journal le matin que les gens sont d'accord avec ça. Non, mais en plus, c'est toujours des espèces de débats. Ce que tu as dit tantôt, là, l'affaire de
Ça, c'est des trucs de gauche, des espèces de talking points débiles de la gauche qui revient sans arrêt. Les tampons, la contraception, les ci, les ça. Mais si tu analyses ça froidement, c'est d'une insignifiance consommée. Je ne suis pas un expert de la question, là, mais je suis sur le site sosgrossesse.ca. Donc, un site qui parle des trucs contraceptifs, tout ça. Puis ça fait 2 sites qui me donnent le même prix. Fait que je présume qu'il est bon, mais peut-être ta femme dirait le contraire, là, Yann. Mais moi, de ce qu'on me dit, de ce que je vois devant mes yeux, là, on parle d'à peu près 15$ par mois pour des pilules. Puis c'est couvert par beaucoup de régimes d'assurance. C'est toujours bien pas un enjeu, ça, au Québec, là, la contraception des femmes couverte. Voulez-vous vraiment qu'on fasse encore moins d'enfants? Encore là. On s'en va où avec ça? Là? Non, mais tu sais, si on parlait de. Encore, c'est toujours ça, c'est phénoménal, ça aussi, là, quand même. C'est quoi le plan, là? Vous voulez moins d'enfants encore plus ici, là, au Québec, là? Quand je comprends, là, bon, que oui, il faut bon, que les femmes aient des droits, tout ça, économiques autant que les hommes. Je ne sais pas s'ils payent beaucoup plus cher que nous pour leur bidule. Je sais pas, là, les skidoo, ça doit coûter cher. Ça aussi, les gars ont l'air d'aimer ça. Non, mais je sais pas. Mais moi, si ça coûtait 500$, non, mais si ça coûtait 500$ par mois. Moi, j'étais un lecteur, tu sais, fait que... un voyageur tu subventionnes-tu tes livres? Moi, j'aime ça lire des livres. Il y a bien des gars qui ont des passions chères aussi. Ça coûte-tu vraiment beaucoup, beaucoup plus cher être une femme au Québec qu'un homme qui tripe sur les corvettes? Je ne sais pas, je pense pas. Là. Ça dépend de ce que tu aimes dans la vie. Là, puis c'est vos goûts personnels. Là, on parle... Mon point, c'était que c'était insignifiant. C'est insignifiant. T'sais, si on parlait d'un montant qui est de l'ordre de 300-400$ par mois ou 125$ par mois, je dirais... OK, je peux comprendre que des femmes dans des milieux défavorisés soient peut-être pas capables d'avoir accès à ça. 15$ par mois, les gars. Faut toujours bien pas un sujet national pour 15$ par mois. C'est que vous en allez avec vos skis. Là. Ça n'a aucun sens. Le premier ministre, pensez à ça. Le premier ministre du Québec qui interagit avec Ruba Gazal. C'est vrai, ça. La gratuité de la contrat. Non, c'est vrai. C'est arrivé hier, je pense. Écoute, je ne sais pas qui, effectivement, lui a conseillé d'aller là. Mais encore une fois, moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même toujours la pulsion de mort derrière tous ces projets-là. Il y a plus d'euthanasie, plus de pilules contraceptives, moins de bruit, plus de feux d'artifice. À chaque semaine, tu as un truc qui traduit à nouveau la pulsion de mort. Déjà, l'élection de Mark Carney, tant qu'à moi, c'est un suicide collectif. Là. Moi, je crains vraiment, honnêtement, pour l'avenir du Canada. Je pense qu'il y a un risque carrément de tiers-mondisation, mais le Canada décline vraiment. Là. Puis quand on s'aperçoit que, écoute, c'est un des niveaux de croissance économique en fait, le plus bas en Occident, et là, peut-être Yann, tu peux le confirmer, mais c'est la presse qui avait sorti ça quand même, là, que le taux de croissance par habitant était le plus bas de l'Occident au Canada. Ben, c'est le fameux graphique, Yann, où tu vois, depuis 2015. Il y a des nuances à apporter, là, mais disons que c'est pas très chic à la première vue. Il n'y a aucun nuance à apporter. Ben non, le Wall Street Journal ça devient concret. Là. Donc, des cotes, Mark Carney qui se pointe, il va refaire des déficits. Non, la situation va empirer. On peut vraiment s'attendre à un Canada, c'est ça, qui va continuer à décliner, mais on va le voir très concrètement là, sur le plan... les campements d'itinérants à Montréal, à Québec, ça pourrait s'en venir aussi, fentanyl. Tous ces symptômes-là, évidemment, sont liés. C'est le même mal-être collectif. Et il faut surveiller le coût de la vie aussi très, très rapidement. Non, le Canada a un potentiel argentin là, au niveau de l'inflation. C'est parce que les Canadiens pensent que ça arrive juste aux autres, ces affaires-là. Puis ça va être graduel, évidemment. Demain matin, le Canada n'est pas l'Argentine. Mais à force de se convaincre que justement ces choses-là arrivent juste aux autres, parce que nous, évidemment, on est un pays du premier monde, hein, comme ils disent en espagnol. Nous, on est un pays riche, puis jamais on va. Ça va nous arriver, ces affaires-là. Ben non, l'histoire peut nous rattraper. Et s'il y a un taux de productivité aussi qui continue à décliner, les gens travaillent moins, je pense que cet ensemble de facteurs-là peuvent vraiment contribuer à une paupérisation, puis c'est ça, puis à une disparition graduelle aussi de la classe moyenne. Ouais. Donc, j'aimerais ça t'entendre, Jérôme, sur... on en a parlé brièvement cette semaine, Yann et moi, puis on se questionnait encore sur la pertinence de cette institution-là, puis bon, de tout ce que ça représente. Mais hier, j'écoutais le podcast du prof Caron avec Jocelyn Coulon, qui parlait du prochain conclave
qui va avoir lieu, dans le fond, pour sélectionner le prochain pape. Et Jocelyn Coulombe a rappelé des choses que j'ai comme réalisé que peut-être je sous-estimais un peu l'importance de l'institution qui est la papauté, le Vatican, tout ça. Il rappelait, par exemple, que les funérailles du pape François, c'est de loin l'événement qui a réuni le plus grand nombre de chefs d'État et de diplomates au monde. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Là. Donc, les funérailles de Jimmy Carter, c'est rien. Là. Ou les funérailles de George Bush, il n'y a aucun événement au monde qui a réuni le plus de chefs d'État étrangers et de dignitaires de l'histoire humaine que des funérailles papales. Ce sont des événements diplomatiques très importants. Il rappelait, par exemple, le rôle qu'avait joué Jean-Paul II dans la fin du communisme, notamment avec ce qui se passait à l'époque dans les pays de l'Europe de l'Est, donc des pays très chrétiens, et dont ce pape-là se refusait, par exemple, de donner certains sacrements ou certains services tant aussi longtemps que le communisme perdurait dans ces pays-là. Il y a eu toutes sortes de gestes diplomatiques très forts faits par le Vatican, notamment à un moment donné, dans un événement, il y avait assis côte à côte le premier ministre israélien de l'époque avec le président de l'Iran. Et semble-t-il, il s'était serré la main à un moment donné. Donc, le Vatican est aussi, dernier point que Jocelyn Coulombe mettait de l'avant, c'est que c'est la plus vieille institution politique au monde qui perdure, l'Église catholique. Il n'y a rien de... On pense, mettons, à la Constitution américaine, les États-Unis, on pense à plusieurs... Mais l'institution politique qui est le Vatican, c'est la plus vieille au monde qui existe encore. C'est la plus vieille institution occidentale tout court, aussi, on peut dire. Là. Tout court. Donc, comment tu... Fait que là, ça déjà, tout ce que tu viens de dire, tu vois, les Québécois en savent rien. Déjà, c'est un peu inquiétant. Écoute, quand le pape est venu à Québec... en juillet 2022, ce que les médias retenaient, c'est que ça allait faire un bouchon de circulation. Je comprends que vous n'êtes pas croyant, là, mais pouvez-vous être plus médiocre que ça? Honnêtement, c'est incroyable. Ça répète l'occasion de, je sais pas, de nous questionner sur notre rapport à l'Église. Sommes-nous encore un peu catholiques culturellement? Est-ce que l'État a remplacé l'Église au Québec? En général, tu profites de ces occasions-là pour réfléchir. Mais les Québécois, à réfléchir, ça ne les intéresse pas beaucoup. Là. On s'entend, là. Ces temps-ci, du moins. Donc, écoute, j'ai suivi ça, Frank. Moi, je veux d'abord, j'ai une maîtrise en sciences et religions. C'est pour ça que je te pose la question. J'ai un bagage théologique, là, entre guillemets. T'es pas comme tous les autres gens en théologie. T'es pas dans le Parti vert ou Greenpeace, une affaire de même. C'est quoi ton problème, Jérôme? Comme Stephen Guilbeault. Hein. Mais ça, c'est plus du paganisme, l'écologie. C'est pas des grands chrétiens, eux autres. Là. Mais tu sais qu'il dit ça parce que Stephen Guilbeault avait voulu être prêtre. Hein. Ah oui, OK. Il y en a je pense qu'Élisabeth B. aussi. François en est un, justement, avec son encyclique écolo. Et Élisabeth May aussi, les amis. Il n'y avait pas juste Guilbeault. Ah oui, Elisabeth May. Elisabeth May, elle voulait être prêtre, elle aussi. Et Manon Massé aussi, si je ne me trompe pas, a déjà raconté qu'elle avait envisagé des études en théologie. Donc, il y a un lien. Il y a quelque chose là. Écoute, le christianisme peut être très à gauche. Jésus, c'est une figure de gauche, tant qu'à moi. Là. En tout cas, on pourrait en disserter beaucoup. Là. Mais en gros, le christianisme est accusé systématiquement, en fait, d'avoir contribué à la dégradation de l'environnement parce que c'est une religion qui était centrée sur l'homme et pas sur la nature, contrairement au culte païen. Ouais, c'est ça. Donc, on accuse beaucoup le judéo-christianisme, en fait, d'avoir désacralisé la nature, alors que les religions animistes, païennes, elles voyaient du sacré partout dans la nature. Donc, ça a été vraiment très long, ce processus-là. Là. Donc, en général, les écologistes radicaux ne sont pas très chrétiens. En tout cas, là, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, j'ai suivi évidemment la mort du pape, etc. Et, écoute, c'était un pape... quand même, c'est ça. C'était un pape assez à gauche, ça, c'est sûr. Probablement vraiment un gros clash, évidemment, avec Jean-Paul II. Et encore plus avec Benoît XVI. C'est un acte de rupture quand même assez marqué entre les deux. Oui, c'est ça. Donc, puis, évidemment, sur le plan diplomatique, c'est ça. Zelensky, Trump, écoute, je pense même à la basilique, c'est incroyable. Là. On ne penserait pas que ces questions profanes seraient débattues dans ces ancêtres, mais effectivement, le Vatican, c'est quand même un lieu de... comme tu dis, de pouvoir, ça c'est sûr. Là, beaucoup plus qu'on pense. Jocelyn Coulombe disait, par exemple, quand tu parles des diplomates ou des gens qui travaillent aux ambassades, l'ambassade où tu veux travailler dans le monde, ou le poste que tu veux, c'est par exemple ambassadeur du Canada au Vatican. Pourquoi? Parce que si tu veux savoir ce qui se passe sur Terre, tu veux être là. Pourquoi?
Parce que le Vatican, étant donné l'immensité de sa diaspora dans le monde, donc c'est-à-dire le fait qu'il y a des églises partout. Au Québec, on ne comprend pas ça parce qu'on est rendu dans Ça n'a pas de sens, honnêtement, qu'on ait nous oublié autres, on est ça. rendu dans la laïcité religieuse, là, mais partout dans le monde, il y a des églises partout, il y a des prêtres, il y a des évêques, et ces gens-là collectent de l'information qu'ils renvoient au Vatican. Donc, en réalité, le Vatican, L'agence de renseignement. c'est une agence de renseignement sans précédent. On n'y pense pas, là, mais la quantité d'informations dont il dispose de partout dans le monde est de très loin supérieure à, par exemple, un pays, je ne sais pas moi, comme la Grèce, qui a des ambassades ici et là, mais qui n'a pas à son service une religion planétaire où il y a des gens aux Philippines, il y a des gens en Amérique du Sud, il y a des gens aux États-Unis, il y a des gens au Japon. Donc, c'est un lieu de pouvoir. C'est pour ça que bien des gens regardent ça en se disant mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du prochain conclave, du prochain pape? Ben, ça a quand même une importance dans le monde, beaucoup plus que vous pensez. Là. Ah oui, très clairement. Hey, rapidement, Jérôme, c'est ça, je me permets de rentrer. Écoute, quand tu parlais d'église verte, puis de paganisme, puis c'est ça, relié avec la religion, c'est drôle parce que cette semaine, en début de semaine, j'ai fait un bulletin de nouvelles sur la gang de l'émission Feu vert de Catherine Perrin, l'émission sur l'environnement à Radio-Canada, puis il parlait justement de le lien entre l'environnement et la religion. Puis il y a une cote audio que j'ai sortie qui parlait des preachers verts. Puis ça dure même pas une minute, puis je suis juste curieux de t'entendre là-dessus. Je pense que ça fait avec le sujet. Danae Audet-Beaulieu. Ben oui, mais il y a déjà, là on parle de religion, mais il y a aussi la philosophie bouddhiste qui fait la promotion du végétarisme, décroissance aussi, sobriété. Ben moi, je pense que toutes les religions devraient faire leur travail de ce côté-là pour influencer positivement la population. Puis aussi, quand on regarde certaines franges religieuses aux États-Unis qui basent leur vie sur les paroles des prêtres sans questionner nécessairement leurs propos, tant mieux si ce lavage de cerveau est un plus pour la planète. Ah bon, d'accord. Il faudrait carrément des nouveaux preachers verts aux États-Unis. Je pense qu'on est loin de ça. On a des preachers pétrole. Je sais. Un peu plus, je pense. Mais j'aimerais ça qu'on me dise le contraire. Écoute, déjà se réjouir d'un lavage de cerveau, c'est fort, là. Ça en dit beaucoup, hein? Ouais. Ben écoute, ça... Ça dit à quel point la spiritualité a été vidée de son essence. Là, quand tu es rendu à dire que le rôle des religions, c'est d'apprendre aux gens à trier leurs déchets. Puis mais ça, c'est vieux. Hein? Ça fait, c'est quoi ces niaiseries-là? 10 ans, je travaille là-dessus. Pas mes travaux actuellement, mais je veux dire, c'est pas nouveau, là, cette idée-là, que les religions orientales, les amérindiennes en particulier. C'est pour ça que les écolos trippent sur les Autochtones, parce qu'eux, ils seraient en connexion avec la nature, alors que finalement, quand justement le pape est venu en juillet 2022, c'est la basilique Sainte-Anne à Québec était remplie d'Autochtones. C'est eux qui sont les plus portés finalement vers le catholicisme. Donc, on n'arrête pas de parler de réconciliation, de meurtre quasiment de jeunes Autochtones dans les pensionnats, mais les plus catholiques de la gang, c'est des Autochtones. Donc, arrêtez de penser que les Autochtones veulent se déprendre de l'Église catholique. C'est eux qui veulent rester avec elle. Donc, tu sais, il faudrait peut-être comprendre quelque chose aussi une fois de temps en temps. Là. Donc, ça, c'est incroyable. Là. Mais c'est ça qui est. Mais la gauche entretient un rapport conflictuel avec toute cette affaire-là, notamment avec. C'est pour ça, moi, je trouve ça intéressant de voir un peu ce qui va se passer au prochain conclave, parce qu'un de ceux qui est pressenti pour peut-être un des cardinaux qui pourrait être choisi, ça pourrait être le premier pape africain. Ouais, ça rate, ça, non? Il n'y a pas de. Ben, il fait partie. Il fait partie des gens qui sont dans la liste de ceux qui pourraient être. Il y a un terme pour ça. Il n'y a pas tant de chance que ça. Il est très populaire à droite. En Europe, c'est un peu un cardinal médiatique, bon, qui... Peut-être, sauf que ça nous ramène un peu à un point qu'on dit souvent, c'est que la gauche s'intéresse aux gens, entre guillemets, de couleur et de minorité, pour autant qu'ils sont à gauche. Parce que là, ça pourrait très bien arriver que le premier pape de couleur, ce soit un ultra-conservateur qui n'aime pas beaucoup les gays et les trans encore moins, puis tout ce genre de trucs-là. Parce que je sais pas pourquoi, mais il y a une espérance dans les... Il y a toujours cette espèce d'idée-là que le pape idéal devrait être un genre d'apologète des trans ou je sais pas trop. Puis je ne comprends pas cette idée-là. Je veux dire, trouvez-vous d'autres porte-paroles, trouvez-vous des institutions, mais le rôle de la religion catholique, c'est pas d'apprendre à trier des déchets, ni non plus à changer de sexe. Là. Je veux dire, je comprends pas. Non, mais je comprends. C'est quand même avec François, là. Non, mais non, mais quand tu regardes la liste des gens qui pourraient, on l'a fait là, pour s'amuser dans une partie payante,
et les commentaires des journalistes ne sont que à propos de ça. Ah, lui, qu'est-ce qu'il pense des gays? Qu'est-ce qu'il pense des trans? Là, tu te dis, oui, mais c'est pas ça les enjeux de la religion catholique, les trans puis les gays. Les journalistes canadiens, ça, ou occidentaux? Même occidentaux. Il y avait un article de la BBC qui parlait de ça. Ah, que pense-t-il des homosexuels et des lesbiennes? Que pense-t-il des trans? Puis tous les candidats, tout ce qu'on nous parlait d'eux autres, c'était est-il progressiste ou conservateur par rapport à la question gay? Là, je me disais, OK, mais je pense que les enjeux de l'Église, c'est pas. Alors qu'on ne demande pas ça aux musulmans, par exemple. Non, c'est ça. Aux autres clergés. Il n'y a pas de clergé en islam vraiment, en tout cas dans le monde sunnite. Mais, écoute, c'est un biais. Je ne pense pas que les cardinaux soient très, très sensibles à ce genre d'injonction des journalistes. Ça reste une institution assez indépendante. Donc, François, écoute, ça a été un règne plus à gauche, très certainement. Là, un rapport, évidemment, on a beaucoup parlé de son rapport aux migrants. Moi, je pense quand même que le rôle d'un pape, ce n'est pas non plus d'être le gardien des nationalismes européens. Non. En Amérique latine, ça me paraissait assez naturel que les églises accueillent des migrants, soit au Mexique ou ailleurs. J'ai fait une entrevue d'ailleurs avec un père très connu là-bas qui est un ami de l'ex-président mexicain, le père Solalinde. Qui lui opère dans la région de Oaxaca. Donc, tu sais qu'il y a un christianisme près des migrants. Moi, ça me paraît naturel sur le plan théologique. Donc, tu as quand même une droite en Europe qui rêve d'un pape qui serait plus vraiment un chrétien, mais justement un espèce de nationaliste païen. Nous, on est... le pape, c'est pas le gardien de la blanchité, là, en gros. Là. Justement, la preuve, c'est qu'un cardinal noir pourrait devenir pape. Donc, le christianisme est universel. Cela dit, c'est une institution qui, quand même, doit, est garante d'un certain ordre moral là, et n'a pas non plus, l'Église catholique n'a pas non plus vocation à se transformer en clergé woke. Ça, c'est clair que non. Donc, François, écoute, ça a été... oui, il y avait véritablement une sensibilité woke. On l'a vu au Canada avec la fameuse réconciliation. À la fin, quand il est parti, je pense, dans l'avion, il a même évoqué un génocide. Donc, il était un peu de ce côté-là, mais on l'a un peu caricaturé aussi. Ça reste un pape. C'est quand même... Être pape et woke, il est quand même... Je ne vais pas dire que c'est contradictoire, mais oui, là, dans le sens où l'institution, l'Église catholique, ça reste conservateur quand même. De ce que beaucoup de gens disent, un des faits saillants de sa papauté qui sera quand même reconnu, c'est tout... Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à tous les scandales d'abus sexuels dans l'Église. Donc, Benoît XVI était plus de la vieille école, de genre, ils ont été jugés par Dieu, puis c'est correct, là, mais de ce que je comprends, sous le pape François, il y a vraiment eu des vraies enquêtes qui ont été faites, puis des gens qui ont été sanctionnés, puis des compensations aussi qui ont été faites à des gens qui ont été démontrés comme victimes. Puis lui, il était vraiment là-dessus, là, de dire que cette réputation-là doit être lavée, puis que les gens doivent payer pour leurs crimes. Je pense que, en tout cas, de ce que j'ai entendu de gens qui ont été impliqués dans ces dossiers-là, lui, il a vraiment poussé pour que, du bord des victimes, autrement dit, et non pas du bord de protéger des prêtres qui étaient plutôt corrompus ou visés par des allégations. Fait que, ça peut apparaître anodin si vous n'avez jamais été visé par ça, là, mais il y a quand même des gens qui ont été victimes un peu partout dans le monde, là. Il y avait un genre de système d'omerta là-dessus. Donc, c'est quand même important. Peut-être en terminant, du côté de Libre Média, qu'est-ce qu'on suit en ce moment? Sur quoi vous êtes? Bon, évidemment, le bilan de l'élection, mais il y a toujours les podcasts, les entretiens. Fait que je te laisse peut-être nous parler de 2-3 affaires sur lesquelles vous travaillez peut-être pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Oui, on poursuit effectivement sur le bilan de campagne. Demain, on va y revenir aussi dans le Libre Podcast. Moi, j'ai consacré pas mal de ma semaine à ça. Des entrevues aussi en France là-dessus. Donc, ça a été une grosse semaine. Écoute, en tout cas, de mon côté, là, du vôtre aussi, j'imagine. Vous avez eu votre live, etc. Écoute, on poursuit sur notre lancée. On va revenir graduellement sur des sujets là, parce que la Terre n'a pas arrêté de tourner non plus. Non, c'est ça. C'est ça que les Canadiens n'ont jamais compris. C'est parce que, tu sais, vous pouvez vous enfermer dans votre bulle, mais la Terre continue à tourner. Puis en Chine, tu as des urinoirs qui te font un test de sang instantané. Là, tu vas pisser aux toilettes en Chine, tu as un test de sang qui sort. C'est parce que... Non, mais vous comprenez que le Canada, quand je vous dis, là,
l'Occident, c'est bien beau, mais le monde progresse là, pendant que nous, on parlait de théorie du genre. Le monde a continué à progresser à vitesse grand V. Là. Donc, oui, ça se peut qu'on décline puis rapidement. Et écoute, j'espère que Carney va continuer à se recentrer, à recentrer le Parti libéral. Est-ce que c'est vraiment une hypothèse plausible? J'en doute. Fait qu'écoute, à Libre Média, on continue, c'est ça. On va continuer à avoir des reportages aussi, des grandes entrevues. Puis, on a un documentaire qui s'en vient, j'en dis pas plus, mais on a un documentaire important qui s'en vient dans les prochaines semaines qui va quand même faire jaser sur un thème controversé. OK, donc on encourage les gens à suivre sur le site web de Libre Média, également votre page, votre chaîne YouTube, où on voit apparaître toutes les vidéos, les podcasts, tout ça. Donc, c'est un bon moyen de vous rejoindre, parce que je pense qu'il y a toujours un enjeu avec la page Facebook. Hein, donc, c'est mieux de vous suivre via X, YouTube et directement sur le site web et maintenant l'application, parce que je pense que c'est ça, il y a Facebook, la page, si je ne me trompe pas, c'est toujours bloqué, ça, hein, par le blocage de Meta. Là. Oui, donc, effectivement. Donc, il faut nous suivre en majorité sur X, exactement sur notre site et sur YouTube. Ça aurait bien fait les consommateurs juste pour cette loi-là, je pense. Ouais, c'est ça. C'est un truc c'est un truc qui a été demandé par les grands médias, puis finalement, ben, ils se sont retrouvés assis dans l'eau avec ça, puis ils en payent aujourd'hui le prix. Puis malheureusement, ben, ça se répercute sur des gens qui n'ont rien demandé, comme Jérôme. Donc, bypasser ce truc-là, si vous nous écoutez en ce moment, vous êtes plus du type Facebook, mais vous voulez savoir ce que Jérôme a à dire, Francis Denis et toute l'équipe de Libre Média, ben, allez davantage sur le site web ou sur X. Donc, ça va être plus facile comme ça de voir les nouvelles parce que ce blocage-là se poursuit toujours. Ben, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été là. C'est tout le temps bien le fun de jaser. Deux fois par mois, en fait, à tous les 2 jeudis. Donc, on remet ça dans quelques temps. Peut-être qu'on verra, peut-être qu'on aura déjà plus de réponses par rapport à Mark Carney. Il est supposé de rencontrer Donald Trump pour la première fois. On verra ce qui en sera ressorti. Excellent, c'est toujours un plaisir.